Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Alors, on revient avec une nouvelle vidéo qui parlera sur l'échographie pleuro-pulmonaire. Donc, c'est une vidéo qui fait suite aux vidéos précédentes, c'est-à-dire donc les bases physiques sur de l'échographie et la FAST-écho. Alors, on commence d'emblée en suivant ce plan. On va commencer par une introduction, technique d'exploration, les poumons sains. Il faut savoir qu'il faut connaître toujours comment l'aspect d'un poumon sain pour pouvoir distinguer les différents autres syndromes comme le syndrome interstitiel, syndrome de condensation. Puis on va terminer par les épanchements pleuraux, que ce soit aérien ou liquidien, et une conclusion. Alors, comme introduction, il faut savoir que la sensibilité et la spécificité de l'échographie pleuro-pulmonaire, elle est beaucoup plus meilleure que celle de la radiographie thoracique, notamment lorsque la radiographie thoracique est faite en position couchée, ce qui est donc le cas typique chez nos malades en réanimation. Il faut savoir que cette meilleure sensibilité et spécificité, elle concerne le syndrome alvéolaire, le syndrome interstitiel, mais aussi et surtout les épanchements pleuraux, même le pneumothorax. Il faut savoir qu'aux alentours de 30% des pneumothorax sont donc en quelque sorte non vus à la radiographie thoracique des polytromes lorsqu'elle est faite en position couchée. Par contre, la sensibilité elle est très proche de 100% en ce qui concerne l'échographie pulmonaire pour le diagnostic de l'épanchement pleural, notamment le pneumothorax. Par contre, ce qui concerne le syndrome alvéolaire et interstitiel, il y a un problème qui est donc les lésions non périphériques, c'est-à-dire des lésions pulmonaires, mais qui ne sont pas donc en périphérie du poumon, elles sont au centre. Celles-là, elles seront non visibles. Donc c'est parmi les limites de l'échographie pleuropulmonaire qui est en quelque sorte là où la radiographie thoracique devient meilleure que l'écho en ce qui concerne les lésions centrales. Par exemple, une tumeur bronchique centrale, les lésions médiastinales, etc. Mais il faut savoir que, par exemple, les pneumonies, plus de 90% des pneumonies ont une expression périphérique. C'est-à-dire plus de 90% des pneumonies ont au moins une lésion localisée en périphérie. C'est-à-dire qu'on peut diagnostiquer plus de 90% des pneumonies par l'échographie. Comme vous savez tous, donc le poumon, il est donc quasiment de l'air. Il y a bien sûr les parois alvéolaires, etc. Mais la quasi-totalité du poumon est de l'air. Et comme on sait tous que les ultrasons et l'air sont des ennemis, c'est-à-dire les ultrasons ne passent pas l'air. D'où cela qu'il faut comprendre un truc, que l'échographie pleuropulmonaire, on va dire l'échographie pulmonaire, parce que l'échographie pleurale, elle peut, dans les épanchements liquidiens, on voit directement le liquide et les poumons. Par contre, en ce qui concerne le pneumothorax et les syndromes alvéolaires, interstitiels, etc., il faut savoir que l'image et l'interprétation sont basées sur les artefacts. C'est-à-dire l'interprétation de l'échographie pulmonaire, elle est basée surtout sur l'interprétation des artefacts, notamment constitués par la plèvre et les alvéoles. Bien sûr, le syndrome est donc la plèvre, les alvéoles et l'interstitium du poumon. Il faut savoir aussi que l'échographie, elle est très très intéressante en ce qui concerne les gestes en écho-guidage et une écho-repérage. C'est-à-dire par exemple faire une ponction pleurale, un drain thoracique, etc. en écho-repéré ou bien écho-guidé. Je vais faire donc une petite juste parenthèse pour vous expliquer c'est quoi un écho-repérage et une écho-guidage. Alors, quand on dit écho-repérage, c'est-à-dire on repère avec l'échographie, puis on laisse par exemple
une marque où on veut ponctionner, puis on enlève l'échographe et on fait notre ponction à l'aveugle le plus normalement du monde. Par contre, l'éco-guidage, c'est-à-dire on va mettre l'écho, donc on va mettre un dispositif stérile à la sonde échographique, puis on va faire donc en temps réel le repérage et la ponction. Alors maintenant, on va passer à certaines définitions. Donc il y a certains, en quelque sorte, les définitions des artefacts. Vous allez voir que tous c'est des artefacts donc qu'on va définir. On commence par les lignes A. Alors, c'est quoi les lignes A? Il y aura des images après, donc on va voir mieux. Les lignes A, c'est quoi? C'est des lignes donc qui sont hyperéchogènes, c'est-à-dire blanches, horizontales, répétitives en chaque équivalent donc de distance entre poumon et plèvre, c'est-à-dire plutôt peau et plèvre. C'est-à-dire, on va voir après, donc c'est-à-dire entre la peau, c'est-à-dire où est-ce qu'on a mis notre sonde d'échographie, de la peau jusqu'à, vous allez voir ici, donc on a par exemple notre sonde échographique ici, on a la peau et on a la plèvre. Donc la peau, et on a cette distance entre peau et plèvre. Elle va se répéter à chaque fois comme une ligne horizontale qui va mimer la plèvre. C'est ce qu'on appelle donc les lignes A. Il faut savoir que c'est un artefact, donc on l'appelle artefact de réverbération, c'est-à-dire il se répète à chaque fois de la plèvre. Et qu'est-ce que signifient les lignes A? Ça signifie tout simplement, quand vous voyez des lignes A, ça veut dire qu'il y a de l'air dans les poumons. D'ailleurs, A pour air. Donc, il y a de l'air. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de liquide. Si vous voyez des lignes A, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'épanchement liquidien. C'est-à-dire qu'il n'y a probablement pas un syndrome interstitiel ou de condensation important. D'accord? Mais il faut savoir qu'il persiste en cas de pneumothorax. Parce que le pneumothorax, c'est de l'air. Donc, si on a un pneumothorax, on aura des lignes A le plus normalement du monde. Puis, on va passer à ce qu'on appelle les lignes B. Alors, c'est quoi ces lignes B? Elles sont toujours hyperéchogènes. Par contre, celles-là, elles sont verticales. C'est-à-dire, elles partent comme ça. Mais il faut savoir que les lignes B effacent les lignes A. C'est-à-dire, si on a beaucoup de lignes B, les lignes A vont disparaître. Elles naissent de la plèvre, c'est-à-dire l'origine de cette ligne B, c'est la plèvre. Ne s'épuisons pas en profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si j'ai mis une profondeur à 15 cm de mon échographe, elle va poursuivre le long du 15 cm. C'est-à-dire elle ne va pas se terminer jusqu'à la fin de notre image d'échographe. Ils suivent le mouvement pleural. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand j'ai une ligne B ici, si le poumon il glisse comme ça, elle va le suivre. Si le poumon il glisse comme ça, elle va le suivre. C'est ce qu'on appelle, donc les lignes B, voilà, sont comme ça, donc elles sont verticales, puis ils vont suivre comme ça. À chaque glissement pleural, elles vont suivre le glissement pleural. On les appelle aussi donc queue de comète, parce que ces lignes A ressemblent à une queue de comète, donc comme une lumière. Ils sont septo-interlobulaires, septa-interlobulaires œdématiques. Donc ça signifie, qu'est-ce que ça signifie ces lignes B? Les lignes B signifient qu'il y a une congestion au niveau de septum donc interlobulaire. C'est ce qu'on appelle, donc c'est pour ça il signifie essentiellement qu'il y a un syndrome interstitiel. Il faut savoir que lorsqu'ils sont inférieurs ou égales à 3, elles sont physiologiques, notamment en ce qui concerne donc les bases pulmonaires, surtout chez le sujet âgé. Donc on peut retrouver 2 à 3 lignes B d'une manière physiologique sans que ce soit forcément pathologique. Par contre, il y a ce qu'on appelle le fusil pleural. Quand on a plus de 3 à 4 lignes B dans le même espace intercostal, donc ils vont s'allumer comme ça, comme des lumières, qui parfois peut être plus grave que ça, et aller jusqu'à complètement ce qu'on appelle un rideau, genre tout l'espace pleural va être pris par beaucoup de lignes B, donc on voit comme s'il y a un rideau allumé vertical partant de la plèvre qui efface toutes les lignes A, c'est-à-dire on voit aucune ligne A et on voit un rideau blanc. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de lignes A, plutôt de lignes B qui sont accumulées.
Toujours dans les définitions. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle les lignes E. Les lignes E ressemblent beaucoup aux lignes B. Elles sont hyperéchogènes, elles sont verticales, elles effacent les lignes A. Là, par contre, la différence entre ligne E et ligne B, c'est que les lignes E pour emphysème, ils naissent donc les lignes E, on les retrouve quand on a un emphysème sous-cutané, c'est-à-dire un emphysème pariétal. Elles s'épuisent pas en profondeur. Ici aussi, elles ne suivent pas le mouvement pleural. Les lignes B, elles suivent la plèvre avec son mouvement. Lorsqu'elle part comme ça et elle revient, les lignes B, ils vont partir aussi et revenir. Elles suivent parce qu'elles naissent de la plèvre. Donc, elles suivent la plèvre. Par contre, les lignes E ne suivent pas le mouvement pleural parce que leur naissance est un emphysème sous-cutané. Elle signifie tout simplement qu'il y a un emphysème sous-cutané et elle constitue surtout une difficulté à l'examen parce que lorsqu'on a un emphysème sous-cutané, ça rend quasiment impossible d'examiner le poumon par l'échographie. Voilà, j'ai une exploration. Est-ce qu'on appelle les lignes Z? Elles sont surtout donc anecdotiques. Elles sont non échogènes, non hyperéchogènes, verticales, mal définies. Elles s'épuisent contre celle-là, elles s'épuisent en profondeur, il ne suit pas les mouvements pleuraux. Elles n'ont pas de signification clinique. Il faut savoir différencier des lignes B parce que donc elles persistent parce qu'il faut savoir qu'elles persistent en cas de pneumothorax. Les lignes Z persistent en cas de pneumothorax. Par contre, on n'a jamais de ligne B en cas de pneumothorax. Si vous avez des lignes B évidentes, on peut exclure d'emblée un pneumothorax. Piège donc à connaître. Je reviens sur les lignes B. Alors, si vous avez des lignes B et que vous êtes sûr que c'est des lignes B, même s'il n'y a pas de glissement pleural, on exclut un pneumothorax. Parce que le pneumothorax, par définition, c'est un décollement donc, de la plèvre pariétale, de la plèvre viscérale. Donc, quand on met notre échographe, on va voir la plèvre pariétale plus directement l'aire de pneumothorax. Donc on ne pourra jamais voir le poumon dedans, donc on ne peut jamais voir les septa interlobulaires, donc jamais de ligne B. C'est pour ça qu'on ne voit pas de ligne B lors d'un pneumothorax. Maintenant, on va passer à la technique d'exploration. Donc, pratiquement, comment on explore le poumon. Alors là, j'ai mis une petite vidéo qu'on va voir après. Donc, il faut savoir que le poumon est un organe volumineux. Et bien, donc, il y a deux poumons qui sont volumineux. Donc, il y a une surface large d'exploration. On divise schématiquement le poumon en 6 quadrants de chaque hémothorax. Donc on voit le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 5, 6, c'est le postérieur. Il est difficile en réanimation par problème de position parce que généralement les patients ils sont allongés sur le dos. Par contre, on peut les tourner un peu pour examiner la face postérieure. Il y a aussi l'omoplate qui va gêner pour l'exploration du 5e quadrant. Donc le premier et le deuxième, c'est l'antérieur. Alors pour l'antérieur, donc le premier et le deuxième quadrant, donc ça explore la partie antérieure du poumon, c'est-à-dire si le poumon droit, on explore l'apex donc du lobe supérieur et on explore donc la partie antérieure du lobe moyen. Si c'est le poumon gauche, on explore la partie, donc l'apex du poumon, plutôt du lobe supérieur, et la partie supérieure du lobe inférieur, au niveau du 2. Le troisième et le quatrième, donc c'est le latéral. Pour le troisième et le quatrième, donc vous pouvez savoir qu'on explore donc la partie latérale donc pour le troisième du poumon du lobe supérieur, pour le 4 du lobe inférieur. Pour le 5 et le 6, c'est la même chose, donc, mais c'est surtout le 6, donc c'est surtout le lobe inférieur, c'est le lobe inférieur. Le 5e, donc c'est la partie inférieure postérieure du lobe supérieur. Mais il faut savoir aussi que on cherche les épanchements aériens dans le premier et le 2, et on cherche les épanchements liquidiens dans le 3 et le 4. C'est une question donc de gravité. L'air, il monte vers le haut lorsque le malade il est allongé, c'est-à-dire le malade il est allongé,
Si on a un pneumothorax, l'air il va monter, c'est-à-dire il va être dans la partie antérieure. La même chose pour le liquide, il va descendre, donc il va être dans la partie inféro-basale du poumon. Il faut savoir donc que le 5e et le 6e ils sont difficiles en réanimation. Il y a des limites donc, de cette exploration. Donc, comme on a dit tout à l'heure, c'est les parties internes du poumon, les structures non périphériques et donc les bronches et les bronchioles. Je veux dire par les parties internes du poumon, c'est-à-dire c'est pas la partie antérieure, latérale ou postérieure, mais la partie médiastinale qu'on ne peut pas explorer par l'échographie. Et bien sûr, les bronches et les bronchioles, on ne peut pas les explorer, on peut explorer juste les alvéoles et la plèvre. Maintenant, on va passer donc à la vidéo de la technique d'exploration. Alors, la technique d'exploration, elle est plus ou moins simple. Donc, on a ici le sternum. Donc, on va prendre notre sonde. Il faut savoir qu'il n'y a pas de sonde codifiée pour l'exploration du poumon. On peut utiliser la sonde cardiaque, on peut utiliser la sonde microconvexe et on peut utiliser la sonde linéaire de haute fréquence. Mais il faut savoir que la meilleure sonde pour l'exploration du pneumothorax, c'est-à-dire le glussement pleural, c'est la sonde linéaire. Par contre, pour l'exploration en profondeur, l'idéal c'est la sonde microconvexe parce qu'elle permet de passer entre les côtes, parce qu'elle est petite, elle est faite pour ça d'ailleurs. Mais on peut utiliser la sonde cardiaque, c'est notre cas, on n'a pas de sonde microconvexe, on utilise la sonde cardiaque, ça explore le poumon sans aucun souci. Donc on peut prendre la sonde, on la prend de l'apex et on descend comme ça, de cette technique. On descend, à chaque fois on descend, donc on scanne le poumon jusqu'au postérieur. Donc vous allez voir dans cette vidéo. Voilà, on prend la sonde et on descend. Donc on part à sternal, puis on lit des médioclaviculaires, puis on part un petit peu en latéral, puis on descend dans la ligne, donc on descend dans la partie axillaire pour être dans la ligne axillaire antérieure, ligne axillaire moyenne, ligne axillaire postérieure. Là, j'ai pas exploré donc parce que c'est surtout à titre schématique, donc je n'ai pas exploré dans la partie postérieure. Mais c'est le même principe, il faut juste tourner le malade et continuer l'exploration. Donc, quand on fait ça, on va voir la surface la plus large possible du poumon. C'est pour ça, donc, on essaye de voir ça. Pour ne pas, parce qu'on a dit tout à l'heure que, par exemple, les pneumonies, elles peuvent avoir une expression pleurale limitée. C'est-à-dire, si on explore juste cette partie, on laisse cette partie, on risque de passer à côté d'une pneumonie qui a une expression périphérique dans ce côté. C'est pour ça qu'il faut voir la plus grande surface possible pulmonaire. Ici, donc, c'est une autre vidéo c'est la même vidéo donc de l'exploration de tout à l'heure. Vous allez voir ici que à chaque fois cette ombre là. Alors, donc vous allez voir qu'il y a une ombre ici, c'est l'ombre de côte. On a la plèvre ici et on a les lignes B, plutôt les lignes A ici. On va les revoir après. Donc à chaque fois qu'on descend, on passe espace pleural, côte, espace pleural, côte, espace pleural, côte, etc. Donc voilà, il y a une autre côte, puis on est arrivé au foie, on change une fois par exemple à droite, je descends, je suis arrivé au foie, j'arrête, puis je remonte, j'arrive au foie, j'arrête, ou bien j'arrive à l'estomac, ou bien j'arrive à la rate, l'essentiel. J'ai terminé mon poumon, j'arrête, je monte, donc pour scanner la prochaine planche en quelque sorte. Voilà, là, voilà, il y a des lignes A plutôt. Voilà, donc c'est tout pour la technique d'exploration. Donc ça c'est la technique d'exploration en quelque sorte pour explorer la totalité du poumon. Il y a un autre donc qu'on appelle bleu protocole, donc ça il y a 3 points, on va le voir après Inch'Allah dans une autre vidéo. C'est une exploration en quelque sorte aux urgences pour être rapide. Mais là, pour l'exploration d'un malade en réa ou autre, il vaut mieux explorer donc la surface la plus grande possible pulmonaire. Maintenant, on passe donc puisqu'on est donc on a fini avec
la technique d'exploration. Maintenant, on passe à l'aspect, donc les images qu'on est censé voir lorsqu'on a un poumon sain. Toujours, on commence par les trucs normaux. Alors là, par exemple, j'ai mis la sonde dans l'antérieur, donc de l'hémothorax droit. On scanne comme d'habitude. Mais lorsque je m'arrête, qu'est-ce que je suis censé voir? Alors, en la partie antérieure, je suis censé voir ça. Alors, c'est quoi ça? On a la partie sous-cutanée, donc définie en blanc. Puis, on a les deux côtes avec leur cône d'ombre postérieur, c'est-à-dire après le côte, on voit quasiment rien du tout. Puis, on a les muscles intercostaux. Ils sont entre les côtes. Ils sont en mauve. Puis, on a la plèvre. Puis, on a ce qu'on appelle la ligne A, qui est une ligne horizontale, donc à mi-distance, c'est-à-dire cette distance, et celle-là, elles sont, donc c'est la même chose là, parce qu'on a appuyé un peu, en plus j'ai un petit peu coupé l'image en supérieur, mais il faut savoir que cette distance pour et plèvre, elle est égale à la distance entre la plèvre et les lignes B. Et on va voir une autre image où il y a une répétition des lignes B. Là, par exemple, on a une autre image, mais par contre, celle-là, elle est prise par une sonde cardiaque. Donc, vous allez voir la différence quand on prend une sonde linéaire, parce que la sonde linéaire, elle est large. Donc, elle permet de voir les côtes et l'espace donc pleural. Et l'espace intercostal plutôt. Par contre, une sonde cardiaque nous permet de voir que l'espace intercostal parce qu'elle est petite de largeur. Voilà, on a la plèvre, puis on a une ligne A, une autre ligne A et une autre ligne A. Il n'y a pas de ligne B. Ici, de l'autre côté, donc on a principalement deux images en quelque sorte à voir dans le poumon. On a la partie postérieure et on a la partie antérieure, parce que ça diffère. Donc pour la partie antérieure, on a terminé, on est censé avoir deux côtes avec un espace intercostal et des lignes A. Une ou deux lignes B, jusqu'à 3 sont physiologiques. Là, on passe à la partie basale, dans la ligne axillaire postérieure. Qu'est-ce qu'on est censé voir là? Ça vous rappelle peut-être quelque chose par rapport à la fascico. On est censé voir le diaphragme, puis l'espace donc sous-cutané, puis ici le foie. Si c'était à gauche, ça aurait été à la rate. Bon, c'est pas la même image pour là la sonde a été mise donc à gauche. Par contre, la photo c'est une photo droite. L'essentiel, si c'est à droite, c'est le foie, si c'est à gauche, c'est la rate. Puis on a ce qu'on appelle le signe donc de miroir. Donc le miroir, je vais l'enlever et il revient. Donc on a ici un miroir par rapport au foie. Dans ce cas-là, c'est une image physiologique d'avoir un miroir. Ça veut dire qu'il n'y a que de l'air dans le poumon. Et quand on a de l'air dans la partie postérieure, c'est-à-dire il n'y a pas de liquide, c'est-à-dire c'est une image physiologique. Toujours dans le poumon sain. Par contre, là, on est revenu dans la partie antérieure. Comme vous voyez ici, on a deux côtes. On a la plèvre. Et on a fait un tir TM. C'est par rapport au glissement pleural. Quand on a un glissement pleural, on aura cette image au tir TM, ce qu'on appelle l'image de bord de mer. On a en rouge, en quelque sorte, le ciel, puis en jaune, la mer, puis en vert, le sable. Voilà. Vous voyez, sable, mer, ciel. Ça, c'est l'image physiologique. On va voir juste après, Inch'Allah, l'image pathologique, c'est-à-dire la disparition de signes de bord de mer en cas de pneumothorax, c'est-à-dire pneumothorax, pas absence de glissement. Par contre, cette image-là, c'est une image physiologique en cas de glissement pleural normal. Maintenant, on va passer au syndrome. On commence par le syndrome interstitiel. C'est quoi le syndrome interstitiel? C'est une congestion de l'interstitium. C'est-à-dire l'interstitium qui commence à être égorgé d'eau.
on peut trouver un fusil pleural, comme on a dit tout à l'heure, 3 ou plus de lignes B, voire un rideau hyperéchogène. Le rideau hyperéchogène, c'est quand tout l'espace pleural est pris par une sorte de lumière qui ont en quelque sorte une sorte de lumière qui commence de la plèvre et descend vers le bas, avec disparition totale des lignes A. Donc ce syndrome interstitiel peut être localisé ou diffus. Et ça peut définir donc un OAP, c'est-à-dire l'expression clinique. Le syndrome interstitiel n'est pas du tout spécifique. C'est la même chose un syndrome interstitiel pulmonaire, c'est-à-dire à l'échographie, à la radiographie thoracique ou bien au scanner. C'est les mêmes significations cliniques. Ça veut dire ça peut être un OAP, un SDRA, une pneumonie interstitielle, parfois même des tumeurs, malgré que les tumeurs donc sont un peu plus mieux s'expriment rarement avec des syndromes interstitiels. Généralement c'est un syndrome de condensation. Ça peut être aussi un infarctus, des atelectasies ou bien des contusions pulmonaires traumatiques. Mais il faut savoir aussi que la plupart des syndromes interstitiaux peuvent s'aggraver et se transformer en syndrome de condensation, comme on va voir après. C'est-à-dire c'est quasiment les mêmes étiologies d'un syndrome interstitiel et d'un syndrome alvéolaire, ou bien de condensation. C'est juste que ça commence par un syndrome interstitiel, puis ça s'aggrave vers un syndrome alvéolaire. Par exemple, l'OAP, on sait que l'OAP, il commence par une congestion interstitielle, puis une congestion alvéolaire. Donc c'est selon en quelque sorte le stade. Si on a juste une congestion interstitielle, on aura donc le syndrome interstitiel. S'il y a l'OAP qui s'aggrave encore et il y a une donc, inondation importante des alvéoles, on aura un syndrome de condensation associé avec une gravité bien sûr variable. Donc toujours dans le syndrome interstitiel. Par contre, donc, on essaye il y a une petite comparaison entre les OAP hémodynamiques et les OAP lésionnels. Donc c'est un petit peu, donc c'est difficile, surtout en pratique, de différencier les deux, mais il y a certains critères qui orientent soit vers l'OAP hémodynamique, soit vers l'OAP lésionnel, mais il faut savoir que comme donc j'ai dit, elles orientent. Il n'y a aucun signe spécifique, que ce soit de l'OAP hémodynamique ou lésionnel, et même des fois on peut avoir une association des deux, donc c'est un peu difficile. Et ce qu'on appelle donc pour l'OAP hémodynamique les lignes B, les lignes B7, c'est-à-dire ça définit surtout un œdème interstitiel. B7, pourquoi? Parce que ces lignes B, elles sont séparées par 7 mm. On va voir après. 7 mm, c'est quoi? 7 mm, en quelque sorte, c'est la distance entre... donc, c'est la distance de chaque alvéole. Si on a, par exemple, ici, j'ai ici donc, un sac alvéolaire, j'ai ici un autre sac alvéolaire. Et ça, c'est l'interstition. D'accord? Puis, donc, il y a un autre sac alvéolaire, et j'ai ça, l'interstition. Mais il faut savoir que cette distance entre un espace interstitiel et un autre espace interstitiel, elle est de 7 mm. C'est pour ça que quand on a un syndrome interstitiel, typiquement, on aura des lignes B, donc des lignes B séparées, qui sont séparées par une distance de 7 mm. Mais ça reste surtout théorique. On le voit en pratique, mais c'est pas tout le temps le cas. Par contre, les lignes B, il y a ce qu'on appelle les lignes B3, c'est ça en quelque sorte, on les appelle B3 parce qu'elles sont séparées par 3 mm. Ça définit surtout un OAP, un œdème alvéolaire, parce que vous savez, l'œdème lésionnel, généralement, il commence par les alvéoles. Par contre, l'œdème hémodynamique, il commence par l'interstition vers les alvéoles. Donc, l'OAP lésionnel, on a un problème alvéolaire d'emblée, et vu que c'est les alvéoles, donc elles sont séparées à peu près de 3 mm et non de 7 mm, parce que c'est en quelque sorte un problème alvéolaire. Puis on a ce qu'on appelle les lignes B, donc B, elles sont homogènes, espacées de 7 mm typiquement. Par contre, les lignes B dans le OAP lésionnel sont non homogènes, c'est-à-dire on a des espaces, par exemple dans le même espace, on peut avoir 7 ou 8 lignes B qui sont accolées, comme on va voir dans les images. Et juste à côté, il n'y a pas de ligne B.
Par contre, l'OAP hémodynamique, généralement, elles sont bien définies dans tous les espaces. C'est-à-dire elles sont en quelque sorte homogènes et symétriques. Pour l'OAP illusionnelle, comme vous savez tous, donc, il y a des zones saines et des zones malades. Les zones malades, on va avoir une condensation, on va avoir un syndrome interstitiel important. Et juste à côté, on va avoir on va avoir des zones saines. Donc, ça oriente vers un OAP lésionnel. Il faut savoir aussi dans le OAP hémodynamique pur, donc la plèvre elle est d'aspect normal, c'est-à-dire c'est une plèvre, la plèvre c'est une ligne fine. Par contre, dans les OAP lésionnels, la plèvre elle peut avoir un aspect festonné, donc comme si elle est un peu déchirée, parce que genre la plèvre viscérale qui est accolée aux alvéoles, donc elle est atteinte, elle est détruite par cette OAP lésionnelle. C'est pour ça qu'elle peut avoir un aspect festonné, non homogène, etc. Puis généralement dans l'OAP hémodynamique, je dis bien généralement, donc il n'y a pas de consolidation sous-pleurale. On va voir après c'est quoi. Donc la consolidation sous-pleurale, c'est-à-dire on a la plèvre, puis des petites condensations directement sous la plèvre. Par contre, elles sont donc présentes dans les OAP lésionnelles. Et bien sûr, l'OAP hémodynamique, généralement, c'est une atteinte diffuse, bilatérale et symétrique. Par contre, l'OAP lésionnelle, généralement, on peut avoir une atteinte localisée avec des zones saines, mais il faut savoir que ce qu'on vient de dire, cette comparaison, donc ça oriente, mais ce n'est pas très spécifique. Et à la fin, donc, c'est une évaluation cardiaque, celle-là, par exemple. L'OAP hémodynamique, on a des pressions de remplissage élevées. L'OAP lésionnelle, on a des pressions de remplissage non élevées. C'est-à-dire l'une, c'est une congestion cardiaque, l'autre, c'est un problème pulmonaire pur. Donc toujours dans le syndrome interstitiel, là on va passer aux images. Bon, donc on commence à gauche, donc l'OAP hémodynamique. Alors, qu'est-ce qu'on est censé voir dans l'OAP hémodynamique? On est censé voir des lignes B. Voilà, on a une ligne B, une deuxième ligne B, une troisième ligne B qui sont séparées par donc des distances de 7 mm. Elles sont homogènes. Par contre, dans l'OAP donc lésionnelle, on va donc avec cette flèche noire, ce qu'on appelle les lignes de Curley, donc sur un téléthorax, qui sont équivalentes aux lignes B à l'échographie. Voilà. Vous voyez ici par exemple qu'on a un aspect d'un fuseau, plutôt d'un demi-rideau, donc c'est un rideau, c'est une accumulation importante de ces lignes B. Puis, à côté, juste à côté, il n'y a rien, donc c'est un poumon normal. Puis, à côté, on a une ligne B et une autre ligne B qui sont séparées par, donc, je ne sais pas ce que je peux zoomer, voilà, qui sont séparées par 3 mm. Voilà, donc on a deux lignes B séparées par 3 mm, puis un petit espace ici qui a l'air sain, puis on a ce rideau qui est donc une accumulation de plusieurs lignes B. C'est typiquement donc un problème alors là c'est une autre image. On a donc ici un aspect de plèvre festonnée, c'est-à-dire la plèvre, elle a l'air, on dirait qu'elle est déchiquetée au niveau donc de ce truc bleu, on dirait qu'elle est discontinue. C'est-à-dire il y a un problème pleural associé à ce syndrome interstitiel avec ce qu'on appelle les petits trucs en noir, ce qu'on appelle les condensations sous-pleurales, avec bien sûr des lignes B associées. Donc on a vu les condensations sous-pleurales, on a vu les plèvres festonnées, on a vu les lignes B donc, qui sont asymétriques, avec donc des plages où il y a des trucs importants, ou des plages saines. Donc qui caractérisent surtout à l'OAP lésionnelle. Maintenant, donc ça c'est une vidéo d'un OAP hémodynamique. Vous voyez comment donc les lignes B sont d'une manière surtout homogène, fine, séparées par à peu près 7 mm, donc c'est pas très évident à voir, mais c'est ce qu'on voit en pratique. Voilà. Ça c'est caractéristique surtout d'un OAP hémodynamique. Puis on va passer donc vers une autre vidéo donc qui est caractéristique d'un OAP lésionnel. Donc celle-là.
Voilà. Donc ça commence déjà par une condensation. Donc voilà, vous voyez une condensation. Voilà, donc on a une condensation qu'on va voir après, donc le syndrome de condensation alvéolaire. Donc voilà, ici par exemple, on a ça, c'est le poumon. Ah, plutôt ça, c'est le foie. Puis on a un syndrome de condensation ici, donc avec des bronchogrammes aériens, on va voir juste après. Donc c'est une malade qui a un syndrome donc, interstitiel diffus bilatéral. Plutôt c'est un malade, donc un syndrome interstitiel diffus bilatéral avec une condensation. Cette condensation, on l'a retrouvée dans la partie antérieure du poumon droit, donc la partie antéro-inférieure. Donc c'est une condensation de lobe moyen. Donc parmi les signes qu'on peut retrouver dans les OAP lésionnelles aussi, donc c'est une condensation dans des régions différentes qui peuvent être donc des pneumonies évoluées au syndrome de condensation. Comme on a dit que les pneumonies, ça peut être d'emblée un syndrome de condensation, ça peut être un syndrome interstitiel qui va évoluer vers un syndrome de condensation. Voilà. On continue à voir la vidéo. Toujours un syndrome de condensation. Et quand on va commencer à changer de l'espace, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'unités qui sont très asymétriques avec des apparitions. Donc essayez de remarquer qu'il y a des zones qui vont apparaître, des zones chaînes. Ce malade n'a quasiment pas de zone chaîne parce que c'est une atteinte bilatérale. Et donc, une atteinte bilatérale diffuse. D'ailleurs, c'était difficile de savoir comment appeler lésionnel. Ce qui nous a aidé avec ce malade surtout, c'était l'expression de remplissage manuel. Donc la présence de syndrome rétal antérieur avec la non-réponse pour la vie. Donc pour vous dire qu'en clinique, en pratique, c'est pas toujours évident. Et surtout, on a tendance en pratique, surtout après que l'OAP hémodynamique en premier, on a tendance à traiter d'emblée un OAP hémodynamique quand on n'arrive pas. Ah, pardon, ici par exemple, on a une zone 5 qui a apparu. Ici. Ah, voilà, celle-là. Par exemple, si vous voyez ici, c'est une zone saine avec une plèvre, une plèvre ici, une ligne A ici, normal. C'est une zone saine avec beaucoup de zones malades. Puis juste on bouge un petit peu, on va arriver encore de. Donc ça, c'était caractéristique d'un OAP lésionnel. Comme donc, je viens de dire que c'était surtout les pressions de remplissage qui nous ont aidés, qui n'étaient pas élevées avec une non-réponse pour la vie. C'est-à-dire que le malade a uriné, mais il n'y a pas vraiment d'amélioration clinique. Donc il a été mis sous antibiotiques. Le malade d'ailleurs il va bien. Et il a répondu à l'antibiothérapie après 48 heures. Donc l'amélioration, on l'a vu après 48 heures. Donc c'était typiquement un OAP lésionnel avec même un scanner thoracique qui parle de plages diffuses, donc de verres dépoulis, d'images en verres dépoulis, qui sont donc représentatrices d'un syndrome interstitiel au niveau du scanner pulmonaire, avec quelques zones de condensation. Donc c'est pour vous dire que il y a un intérêt de l'évaluation cardiaque aussi pour pouvoir différencier. Mais quand je dis donc en clinique, on a tendance surtout lorsque les pressions artérielles le permettent, ou bien c'est un malade cardiopathe et tout, on essaie surtout donc
traiter d'emblée un OAP hémodynamique avec du Lasix et tout, parce que si c'est un OAP hémodynamique, il va s'améliorer en quelques heures avec, donc c'est l'urine bien sûr, puis il faut savoir aussi que donc le séchage un peu du malade, donc les limites possibles bien sûr, on ne va pas le déshydrater complètement, elles sont bénéfiques même dans les OAP lésionnels parce que donc ça permet donc de diminuer un peu l'œdème interstitiel quand on assèche un peu le malade. Mais bien sûr, il faut sous surveillance pour ne pas provoquer une déshydratation. Maintenant, on va passer au syndrome donc, de consolidation. Donc, c'est une perte, c'est quoi le syndrome de consolidation? C'est une perte surtout sévère de l'aération pulmonaire, c'est-à-dire en quelque sorte, il y a une perte importante de l'aération pulmonaire, donc ça devient donc condensé, il y a quasiment pas d'air, il n'y a que du parenchyme qui est donc condensé, généralement rétracté. Donc c'est des zones, ça paraît généralement comme zone hypoïcogène localisée, c'est-à-dire donc généralement ça peut donc concerner un lobe ou bien des segments, c'est pour ça donc c'est localisé. Donc ils miment un aspect tissulaire, donc on n'a plus l'aspect du poumon avec des lignes A, etc. On a un aspect d'un tissu jusqu'à ce qu'on appelle l'hépatisation pulmonaire, c'est-à-dire donc le poumon il ressemble à du foie, à du parenchyme hépatisé, donc ça c'est une évolution très sévère, donc on n'a quasiment pas de poumon, on a juste donc un syndrome de condensation qui n'est ni aéré ni rien du tout. Avec ce qu'on appelle le bronchogramme aérien, on va le voir, donc le bronchogramme aérien, il paraît qu'on des plages rondes comme ça, hyper écogène parce que le bronchogramme aérien, c'est de l'air aérien, c'est de l'air dont, en quelque sorte, on a une partie du poumon condensé avec des petites bronchioles qui restent, donc il y a certains bronchioles qui restent aérés, donc de l'air dans un tissu en quelque sorte condensé. Donc le tissu va paraître iso-écogène à peu près, iso ou bien hypoécogène, avec des petites plages rondes hyper-écogènes, donc ce qu'on appelle le bronchogramme aérien. Donc elle caractérise surtout donc, les atelectasies, mais aussi les infarctus, l'OAP, la SDRA, les pneumonies alvéolaires, les contusions, etc. Lorsqu'elles évoluent, elle devient plus grave, ça devient un syndrome de consolidation. Là, c'est typiquement un syndrome de consolidation. Donc on voit que le parenchyme, il est grisâtre, donc il est isoécogène, donc on n'arrive même pas à différencier du foie. Vous allez voir ici, donc en rouge, c'est la limite entre le poumon et le foie. Ici, donc c'est le foie. Et ici, en jaune, c'est le poumon. Donc la différence entre le poumon et le foie ici, donc c'est que le foie, il a des petites, donc des petits ronds anicogènes qui caractérisent les veines hépatiques. Le poumon, il a des petits trucs ronds qui caractérisent les petites bronchioles, donc qui sont hyperécogènes. Donc le foie, il est isoécogène avec des petites plages rondes anicogènes. Le poumon, lorsqu'il est consolidé, le poumon il est isoécogène avec des petites plages donc rondes et hyperécogènes. Voilà, vous allez voir ici donc en noir ce qu'on appelle le bronchogramme aérien. Donc il faut savoir différencier un miroir d'un syndrome de condensation. Parce que la seule différence entre un miroir pulmonaire, c'est-à-dire une image normale, et un syndrome de condensation, c'est que dans les syndromes de condensation, on a des plages hyperécogènes de bronchogramme aérien. Par contre, dans le miroir, on a des petites plages rondes anicogènes qui sont caractéristiques du miroir du foie, donc des veines suscipatiques, des veines hépatiques. Voilà. On va passer maintenant aux épanchements aériens, donc épanchements pleuraux. On va commencer par le pneumothorax. On le cherche dans la partie que vous voyez ici, avec la sonde linéaire dans la partie antérieure du poumon. Troisième espace intercostal, ligne médioclaviculaire. Donc on a des lignes A, pas de ligne B comme on a dit tout à l'heure. Il y a absence de glissement pleural, c'est-à-dire la plèvre physiologique, elle est censée faire des va-et-vient à chaque inspiration-expiration. Là, puisqu'elles sont décollées, parce que le glissement pleural, donc il signifie que la plèvre viscérale glisse sur la plèvre pariétale. Et là, il y a une absence de glissement parce que les deux plèvres, elles sont décollées. Il y a le signe de bord de mer qu'on a vu tout à l'heure qui va disparaître quand on fait donc un tir TM sur la plèvre.
Et il faut savoir que l'absence de glissement pleural, il n'est pas spécifique, donc il peut être, donc il n'est pas spécifique d'un pneumothorax. C'est-à-dire on peut avoir une absence de glissement lors d'une atelectasie, lors des pneumopathies sévères, lors des BPCO, lors des intubations sélectives, etc. C'est-à-dire l'absence de glissement, ça veut dire le poumon, il n'est pas ventilé ou il est très mal ventilé. C'est-à-dire le jeu diaphragmatique ou autre, il est très diminué, il n'y a pratiquement pas de glissement entre les deux plèvres. Donc ça ne signifie pas forcément un pneumothorax, ça signifie qu'il y a une diminution de l'aération pulmonaire. Voilà. C'est pour que vous n'allez pas directement à faire un drain thoracique parce qu'il y a une diminution ou bien il y a une absence de glissement pleural. Donc il faut chercher autre chose. Il faut savoir chercher autre chose. Comme on a dit tout à l'heure, atelectasie, intubation sélective, BPC avancée, anomalie pleurale, adhérence. C'est-à-dire s'il y a des adhérences, par exemple, la plèvre, elle ne bouge plus, il n'y a plus de glissement, les pneumonies, les SDRA. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez des lignes B, il n'y a pas de pneumothorax. Même s'il n'y a pas de glissement ou autre. S'il y a des lignes B, il n'y a pas de pneumothorax. Par contre, il y a un signe qui est très très spécifique du pneumothorax, c'est ce qu'on appelle donc le point poumon. C'est quoi ce point poumon? Donc c'est un liseré du pneumothorax, c'est-à-dire c'est le liseré qu'on voit à la radiographie thoracique. À la radiographie thoracique, on voit un liseré donc, qui sépare l'air du poumon. C'est ce qu'on appelle le liseré. Là, au niveau de l'échographie pulmonaire, qu'est-ce qu'on voit? On va voir un chevauchement. Essayez de voir ma main comme si c'est la plèvre. C'est un chevauchement entre, donc ma main gauche, elle ne bouge pas, ma main droite, elle glisse. Voilà, vous allez voir ça. On va voir une vidéo, vous allez voir ça. C'est-à-dire, ma main droite, elle est bien aérée, et un glissement pleural. Ma main gauche, elle est située dans le pneumothorax, elle ne bouge pas. Donc vous allez voir ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle le liseré pulmonaire. Il est très spécifique, pas à 100% bien sûr, mais il est très spécifique du pneumothorax. Mais il faut savoir qu'il y a un piège. Si vous trouvez le liseré pleural, donc si vous trouvez le point poumon exactement ici, dans la partie antérieure, en parasternal, ça peut être un petit pneumothorax localisé, mais ça peut être aussi la jonction entre le poumon et un pneumomédiastin. Parce qu'il faut savoir que le pneumomédiastin, il prend quasiment le même aspect qu'un pneumothorax. Donc, il faut réfléchir. Ça peut être un pneumomédiastin, ça peut être un petit pneumothorax. En tous les cas, si c'est un petit pneumothorax antérieur, on respecte. On ne le touche pas. Voilà. Par contre, si vous trouvez un point poumon dans la partie axillaire postérieure ou bien un truc du genre, c'est qu'on est sûr que c'est un pneumothorax antérieur. Donc si on trouve une absence de glissement dans la partie antérieure du poumon, avec un point poumon dans la ligne axillaire par exemple moyenne, on est sûr que c'est un pneumothorax, donc on peut y aller vers un drainage thoracique. Alors voilà, je vous montre la vidéo. Donc à gauche, sur la partie gauche, si vous voyez bien la plèvre, il n'y a pas de mouvement, elle ne glisse pas. Par contre, il y a une petite partie à droite de la vidéo qui part et revient. C'est ce qu'on appelle le point poumon. Voilà, donc elle est là, la jonction. Elle est exactement ici. Cette partie-là, elle ne bouge pas. Cette partie de la plèvre, elle vient et elle repart. Voilà, je vous remets la vidéo. Voilà, regardez bien. Ça part, ça revient. Ça part, ça revient. C'est ce qu'on appelle le point poumon. Voilà. Et lorsqu'on met un tir TM au niveau de ce point poumon, qu'est-ce qu'on aura? On aura ça. C'est-à-dire, on aura quoi? On aura donc on aura le ciel de tout à l'heure, puis en jaune on aura la mer, puis à gauche en bleu, c'est la partie qui glisse, c'est la partie qui conserve son glissement pleural. Donc on va voir un sable normal. Par contre, la partie droite, c'est quand la partie qui glisse part. Donc il reste que la partie qui ne glisse pas. Là, on aura donc une perte du sable avec des lignes qui ressemblent à la mer. Donc c'est des lignes comme ça. On aura des lignes comme ça et pas un sable. Donc
C'est ce qu'on appelle donc la perte de signe de bord de mer. Genre, il n'y a plus de bord de mer, en quelque sorte. Il n'y a plus d'image en bord de mer. Toujours dans. Donc, on a terminé avec le pneumothorax. Maintenant, on passe aux épanchements liquidiens. Les épanchements liquidiens, donc, on la cherche dans le 9e à peu près, 9e, 10e espace intercostal, dans la ligne axillaire postérieure. Donc, il faut savoir que les liquides, bien sûr, ils sont anicogènes. On voit le signe de l'oreille de renard, on va le voir. Donc, c'est quoi l'oreille du renard? Donc, c'est la partie postéro-inférieure, donc du poumon décollé par l'épanchement. C'est-à-dire, vous savez tous, dans la partie, donc ici, dans la partie postéro-inférieure du poumon, on a un poumon qui est comme ça. Un poumon qui est comme ça, qui épouse le diaphragme. Ici, c'est le diaphragme et aussi, c'est le poumon. Donc, lorsqu'on a une accumulation du liquide ici, entre le diaphragme et le poumon, ici, donc il y aura un décollement de cette partie, donc elle va apparaître comme ça. Elle va apparaître comme ça, qui va baigner dans un liquide comme ça. Et cela ressemble à une oreille du renard. On va voir donc ici. Il y a quelques donc particularités à connaître, mais c'est surtout donc c'est surtout théorique. Bon, en pratique on voit ça, mais c'est pas. Il faut savoir que c'est pas spécifique. Le transsudat, le transsudat, c'est juste du liquide, il n'y a pas de protéines, il n'y a rien du tout, donc c'est comme de l'eau. Donc il y a généralement, on le trouve anicogène, il est anicogène et il est bien homogène. Par contre, lorsqu'on a un exsudat, donc vous savez que l'exsudat, il y a des protéines, etc. Donc on le voit un peu plus, on le voit hypoïcogène, pas genre totalement anicogène, on le voit hypoïcogène, non homogène, parce qu'il y a des débris. Donc on voit des petites pointilles, etc. L'hémothorax, c'est à peu près la même chose. Donc on le voit soit anicogène, soit hypoïcogène. Il est non homogène parce que là, il y a des sédiments, il y a des globules rouges, etc. Ça dépend du stade de l'hémothorax. Il faut savoir que lorsqu'on a un transsudat, c'est un liquide clair, donc c'est un liquide anicogène, bien homogène. Quand on a un exsudat, surtout lorsqu'il évolue, on va voir donc il est hypoïcogène avec des petites pointilles comme ça, hyperécogène, qui est aussi caractéristique de la pyurie, de la biothorax. Donc biothorax aussi, on voit un truc donc il faut savoir que le biothorax, j'en ai pas parlé, le biothorax, on va voir soit hypoïcogène avec des petites pointilles comme ça, hyperécogène, ou bien on peut voir même un aspect d'un épanchement isoïcogène. Donc c'est un épanchement qui ressemble à du foie, avec un poumon qui est donc béni, qui est atélectasié, qui baigne dans cet épanchement. Bon, c'est pas très évident de le reconnaître. Je l'ai vu une fois. D'ailleurs, au début, je l'ai pris pour une condensation pulmonaire, mais quand j'ai vu encore plus, j'ai trouvé un poumon qui baigne dans un épanchement grisâtre, c'était du biothorax. Voilà. Par contre, l'hémothorax, donc il y a des sédiments, etc. L'exsudat évolué, on peut avoir des petites, ce qu'on appelle des adhérences. On va voir des adhérences qui sont donc comme si on va voir il y a un réseau dans l'épanchement pleural, comme s'il y a un réseau de fibres comme ça qui correspondent à des adhérences. Voilà, donc adhérence et épanchement ancien. Pour l'épanchement liquidien, voilà. Donc là, par exemple, c'est un épanchement à gauche. On voit ici le diaphragme en bleu. Puis, on voit ici, donc entouré, la rate. Elle est là, la rate, elle est là. Puis, on voit ce qu'on appelle le signe de l'oreille du renard. Voilà le poumon. Donc, il faut savoir que quand on a un épanchement, on a toujours une condensation du poumon où il y a l'épanchement. C'est pour ça qu'on l'appelle, même vous voyez à la radiologie, par exemple, scanner, etc., il parle d'épanchement avec atélectasie passive. C'est le cas ici. Donc c'est un épanchement avec une atélectasie passive, on regarde l'épanchement.
qui ressemble à une oreille donc, du renard, avec des condensations sous pleurage, avec des condensations ici, avec un bronchogramme aérien ici, ici, ici. Et vous voyez en rouge, donc le liquide qui sépare le diaphragme du poumon. Voilà une autre image. Donc c'est la même chose, diaphragme, poumon ou rate, on ne voit pas bien ici, plutôt rate ou bien foie, on ne voit pas très bien pour distinguer. Puis on a ici donc, le liseré pulmonaire et le liquide ici. Voilà. Ça c'est une autre image avec donc le diaphragme, le poumon qui est très condensé, si vous arrivez à voir, donc très condensé parce que l'épanchement il est donc de grande abondance. Puis l'épanchement en blanc. Et on voit même une petite, donc ici, qui est, donc des petits trucs ici, qui peut être des adhérences. J'ai pas mis d'image d'adhérence, je l'avais oublié. Et en conclusion, on termine. Donc, il faut savoir que l'échographie, donc bien sûr, elle est basée sur les artefacts, l'échographie pleuropulmonaire. Elle est facile à apprendre, comme vous l'avez vu. On a vu, donc à peu près en 40 minutes, on a vu presque tout, tout ce qui est à connaître donc l'échographie pulmonaire et elle est facile à pratiquer. Donc plusieurs diagnostics différentiels pour chaque syndrome comme on l'a vu, donc il faut toujours rester clinicien. Il faut donc un examen, il faut donc l'échographie pulmonaire, elle reste un examen complémentaire, il faut rester clinicien. Donc il y a toujours un contexte, un interrogatoire, un examen physique, il y a est-ce qu'il a de la fièvre, est-ce qu'il y a des blancs élevés, est-ce qu'il y a une CRP élevée, etc. Savoir donc qu'elle a un intérêt, donc l'intérêt aussi de l'évaluation des pressions de remplissage du ventricule gauche quand on doute vraiment d'un OAP, est-ce qu'il est lésionnel ou hémodynamique. Et je vous remercie de votre attention.